L'arbre à Manon est certainement le plus vieil arbre de Chalon-sur-Saône. Manon vivait au XIXe siècle. La légende dit qu'elle s'asseyait sur les grosses racines de l'orme et chantait des chansons légères ou révolutionnaires. Cet arbre a été traité par une entreprise jurassienne pour la conservation du bois. En 1986, Yves Gaillard en fait une sculpture polychrome. Cet arbre fait partie du patrimoine chalonnais. Alors on ne va pas faire très long parce qu'on va être pris par le temps. On vous a apporté simplement ici, d'une manière très symbolique, des enveloppes contenant de la terre des lieux où est passé Émile Château. Le symbole est tout simple. Nous entendons manifester ainsi dans la diversité de nos différentes origines, que ce soit de couleur, de peau, de tout ce que vous voudrez. Donc par ces différentes terres, nous manifestons la diversité républicaine dans l'unité de la République. Il faut réaffirmer sans arrêt ces valeurs, je crois que c'est très important. Et en tout cas, ça fait partie du message Émile Château que j'aurai l'occasion de développer dans la conférence, dans la partie humaniste. Donc nous avons d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier les dames, représenté Madame Émile Château, qui était autre que Jeanne Moreau, ça ne s'invente pas, mais c'est comme ça. Donc la terre, l'argile, la silex de Salernay-sur-Guye. Alors on va redemander à un enfant, parce qu'ils sont rodés maintenant, on a fait un entraînement ce matin. On va lui demander de mettre en terre la terre de Montceau-les-Mines. Chers amis, globalement, et pardonnez parce qu'autrement j'en oublierais. Bien entendu, le directeur de notre service, son adjoint et tous les personnels qui ont participé de près ou de loin, mais souvent beaucoup plus de près que de loin, à cette opération et qui participent depuis d'ailleurs bien longtemps. Madame et chers collègues, Catherine Renard, je l'ai dit, que je remercie d'être là aujourd'hui parce que effectivement, et j'en dirai 2-3 mots à la fin, il était très important qu'elle soit là symboliquement aujourd'hui. Alors, 2 mots d'abord pour dire que j'ai la sensation, a priori, qu'il s'agit aujourd'hui plus d'une fête de famille, comme ça vient d'être évoqué, une famille de la botanique d'une façon générale, que d'une cérémonie très officielle et très guindée, ce que personne ici ne souhaitait, j'imagine. Et ça me réjouit plutôt. Parce que cette famille réunit les anciens et les modernes, hein, on se croirait en littérature, et c'est une très 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 bonne chose. Alors, comme quand même, je n'avais pas un historique très très précis en tête de la création du jardin botanique, vous vous doutez bien que j'ai pas sorti ça de mon chapeau, et j'ai demandé quand même à notre directeur, Jean-Claude Thévenot, ici présent, de me jeter 2-3 lignes sur un papier ou de me donner 2-3 indications, que je vais quand même, et je le souhaite, si la pluie veut bien nous laisser le temps, vous retracer sur l'historique quand même un peu rapide de ce jardin. Alors, si les informations sont bonnes, nous célébrons bien évidemment en plantant cet érable de Montpellier, c'est bien ça, je me suis abstenu du nom latin parce que c'est impossible, à la mémoire du 50e anniversaire donc, du décès d'Émile Château.
ça permet de rappeler effectivement que les théories émises par M. Château à l'époque ont été mises en pratique dès les années 50 pour la réalisation de ce jardin. La côte chalonnaise, la grande rocaille et l'alpinum, le Morvan granitique, messieurs d'Autun, voyez que vous êtes ici représentés, la pinède et son sous-bois, un décor de Provence, les plantes médicinales aromatiques, roqueflore, la roche et la flore, donc jardin de plantes vivaces. Les équipes dirigées à l'époque par M. Philippe et M. Lachaud, férus de botanique, ont réalisé les plantations et l'organisation du jardin, tel qu'on peut le connaître, même s'il y a eu des modifications. Alors, départ à la retraite rapidement de M. Geoffroy en 81, qui nous laisse une œuvre importante, évidemment, à poursuivre et à actualiser, sachant que dans sa partie est, le contour définitif du jardin est incertain à cette époque-là, une voie de desserte du centre-ville est envisagée, n'est-ce pas, M. Thévenot, par ici. Et donc là, il y a peut-être incertitude. Et c'est là qu'entre en scène le directeur actuel du service des espaces verts, M. Thévenot, qui, allez donc vers moi, y compris notre jeune homme à casquette qui a participé à la plantation hier. C'est pas si courant, effectivement, qu'il soit un peu sur le devant de la scène. Approchez-vous. Vous savez bien qu'en général, je râle de temps en temps, mais je ne mords pas. Voilà. Ici, là, en ce moment, on a l'illustration de quelque chose qui me tient énormément à cœur, à savoir que nous démontrons qu'il n'y a jamais d'avenir possible où que ce soit et en quoi que ce soit en botanique, que ce soit en histoire, que ce soit en politique, que ce soit en culture, il n'y a jamais d'avenir possible si on ne tient pas compte du passé et si, par malheur, on oublie le passé. Et je crois bien que la nature ici présente nous en donne la totale démonstration. Merci de m'avoir écouté, j'étais un peu long et c'est un peu mouillé. Alors qui immortalise ce geste historique? Allez. Une ou deux maisons. J'y suis photographié. Il est décédé, j'avais 4 ans. Attention, attends, garde de l'autre côté. Ah bah oui, il faut mettre un peu de... Ah oui, oui. L'érable de Montpellier s'est bien acclimaté en terre bourguignonne. Il est devenu magnifique. Autre arbre remarquable de Chalon-sur-Saône, le séquoia de Californie, offert par le peuple américain au peuple français à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme.